Nous allons maintenant parler du sujet numéro 3 qui va nous permettre de mettre le cap sur le Burundi où l'ONU met la pression alors que de plus en plus un échec de la diplomatie internationale paraît évident. Nous allons prendre l'élément qui plante le décor, c'est encore Nadège Gouini qui va se charger de nous le présenter. On se retrouve juste derrière, à tout de suite. Le gouvernement burundais ne veut pas de soldats de la paix sur son territoire, mais l'ONU ne l'entend pas de cette oreille. Des émissaires du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la représentante des États-Unis, Samantha Power, et français Alexis Lamec, sont arrivés jeudi 22 janvier 2016 dans la capitale burundaise Bujumbura, avec deux objectifs principaux officiels: éviter une guerre civile à travers une reprise du dialogue et faire accepter le déploiement d'une force de l'Union africaine. La présence de cette deuxième délégation onusienne dans ce pays des Grands Lacs est par ailleurs consécutive au rapport Landsou sur la crise burundaise. Selon des sources concordantes, la rencontre avec la quinzaine de diplomates onusiens a duré environ 2 heures de loge à la résidence présidentielle de Gitega, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Bujumbura. Comme il fallait presque s'y attendre, le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, est resté fidèle à ses exigences, rejetant les appels pour un dialogue inclusif, pour de nombreux efforts de médiation et pour une force d'intervention internationale. Il a aussi de nouveau accusé le gouvernement rwandais de soutenir des groupes d'opposition armés, ce que Kigali a démenti. Alors que le pouvoir persiste à affirmer que la paix règne au Burundi, les forces républicaines du Burundi, Forebu, ont revendiqué une série d'attaques contre la police dans la nuit de jeudi à vendredi à travers Bujumbura. Côté opposition civile, certains opposants soutiennent la thèse d'un génocide politico-ethnique imminent. Mais pour Bujumbura, le scénario d'un génocide dans le pays est complètement impossible, dans la mesure où l'armée ainsi que la police burundaise sont composées à 50% de Hutus et 50% de Tutsis. Une répartition équitable qui, selon Willy Nyamitwe, porte-parole de la présidence de la République, est la garantie qu'aucune ethnie au pouvoir au Burundi ne peut aller exterminer l'autre. Le porte-parole du gouvernement burundais a en outre affirmé qu'il y aura probablement une nouvelle rencontre avec les anti-troisième mandat, mais avant, Bujumbura a demandé à discuter des participants avec la médiation ougandaise. Le régime refuse toujours de discuter avec la principale coalition d'opposition en exil, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et des traités au Burundi Sénaret, dont elle accuse des membres d'avoir pris part à la tentative de coup d'État militaire des 13 et 14 mai dernier. Pour rappel, le vendredi 18 décembre 2015, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait décidé de l'envoi d'une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, en abrégé MAPROBU, forte de 5000 hommes, pour tenter d'enrayer la crise. Mais les autorités burundaises, notamment le président Pierre Nkurunziza, ont prévenu qu'elle serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation et combattue comme telle. Le Burundi avait connu 10 années de guerre civile, de 1993 à 2003, depuis l'assassinat du président élu, Melchior Ndadaye, un Hutu, par des militaires Tutsis. Le clivage dit ethnique était au cœur du conflit et les massacres étaient enchaînés, touchant les uns les autres. Mais le pays avait échappé en 1994 à la logique du génocide que les extrémistes rwandais voulaient y exporter. Le conflit s'est achevé sur la base d'un compromis conclu à Arusha en 2000, complété en 2003 par la signature à Pretoria en Afrique du Sud d'un protocole avec le mouvement armé des CNDD-FDD, dont Pierre Nkurunziza était le leader. Les instances publiques, civiles et militaires devaient refléter la composition plurielle d'une société déchirée durant des années. C'est dans ce cadre que l'actuel président et son parti ont gagné les élections en 2005 et en 2010. Merci à vous, une fois encore, Nadège Gouini. Pierre Nkurunziza aurait donc campé sur sa position, très intransigeant d'ailleurs. Il est, je dirais comme ça, en rejetant les appels au dialogue avec l'opposition et surtout l'envoi d'une force africaine de 5000 hommes de l'Union africaine au Burundi. Il a rencontré la délégation de l'ONU vendredi dernier. Il aurait dit non à toutes les propositions. Je vais renvoyer la parole à N'Djamena, histoire de les libérer. Ce fut une longue journée
D'abord, monsieur Kamalo Salif Tourabi, justement, qui apparaît à l'écran. Monsieur Kamalo Salif Tourabi, comment analysez-vous la position de Pierre Nkurunziza qui ne veut pas entendre parler de la force africaine d'intervention et ne veut pas parler, ne voudrait pas parler de dialogue avec l'opposition? Merci, M. Alain. La position du président Pierre Nkurunziza est scandaleuse. Hein. Sa position est scandaleuse à tel point que c'est triste. Burundi traverse une situation la plus grave, je dirais, hein, la plus grave après l'accord de Arusha. Nous avons pensé que quand Nkurunziza est arrivé au pouvoir, après 10 ans de son règne, il pouvait laisser des acquis et ces acquis devaient être pérennisés par l'organisation et la tenue des élections qui devaient lui succéder. Mais malheureusement, par rapport maintenant à sa position face à l'ONU, face à l'Union africaine, je dirais que vraiment c'est scandaleux à tel point que jusqu'à preuve du contraire, Nkurunziza même n'a pas de solution de sortie de crise. S'il pouvait refuter, s'il refutait l'ONU comme l'Union africaine et que lui-même, à son niveau, il a des éléments, des stratégies de sortie de crise, on pouvait lui accorder le crédit de doute pour voir comment est-ce qu'il pourra s'en sortir. Mais il n'y a pas cette stratégie, il n'y a pas cette vision de ce président. Donc je pense que après la rencontre des émissaires des Nations Unies, presque 2 heures de temps de discussion à son fief là-bas, et ils sont rentrés au niveau de Addis Abeba. Ils ont eu l'opportunité aussi d'échanger avec l'Union africaine. D'ailleurs, au sein de l'Union africaine, avec la mission des Nations Unies, il n'y a pas eu encore un accord clair. Rien n'a été arrêté. Tous étaient en désaccord. L'Union africaine avait sa position, l'envoi de ces 5000 éléments, tandis que les Nations Unies disaient que non, cette solution, cette crise devait être trouvée, sa résolution à partir du dialogue politique. Alors que ce dialogue politique, dans la composition des acteurs politiques même du Burundi, la classe de l'opposition comme la société civile est recalée. Donc, il y a un problème qui se pose. Je pense que le 26e sommet de l'Union africaine qui est en train de se tenir, d'abord par les réunions des ambassadeurs et les réunions des ministres des Affaires étrangères, je pense qu'il en aura quand même un mini-sommet au sein de l'Union africaine pour en discuter de la situation du Burundi. Mais jusqu'à ce point, comme il refuse, il rejette toutes les propositions, je pense que ce qui ne devait pas arriver au Burundi doit arriver. D'accord. On parle de risque de génocide. C'est la crainte des Nations Unies actuellement. Je ne sais pas qu'il est juste de dire que le Burundi court le risque d'un génocide dans les prochains jours. C'est la question que je m'en vais adresser au professeur Sitak. Professeur Sitak. Oui, lieutenant, je pense que j'ai ma position par rapport à cette question à plusieurs, 2-3 fois dans cette émission, sur ce plateau. Et donc, moi, je ne suis pas surpris, hein, parce que je pense que là, on est dans un jeu un peu de dupe. On l'a dit déjà en son temps, hein, quand ça commençait. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir d'une négociation ou à travers une diplomatie internationale, fut-elle internationale, parce que je pense que là, les gens, ils sont dans des postures qui sont différentes des unes des autres. Je pense que le président Nkurunziza a sa logique, et donc il va aller jusqu'au bout, malgré ce qu'on redoutait déjà. Moi, je disais la dernière fois, voici un monsieur qui a 53 ans, qui sait très bien dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir, qui a fait 2 mandats. Je pense qu'on parle des accords ou pas. J'ai écrit un article là sur l'Afrique un peu. J'ai essayé de comptabiliser un peu les accords.
je me suis rendu compte finalement que notre Afrique, c'est une Afrique également des accords. Hein. Il y a tellement d'accords, on a des lois fondamentales que personne ne respecte. On passe notre temps à signer des accords que personne ne respecte également. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on veut au juste. Et donc, je n'y crois pas beaucoup à grand-chose. Et je pense qu'on s'achemine là tout droit vers des choses qui sont qu'on ne peut pas nommer. Mais moi, je pense que c'est quand même dommage pour la région. Ça pouvait se passer dans d'autres régions encore, on aurait compris. Mais que ça se passe dans cette région des Grands Lacs, j'ai comme l'impression que les Africains, l'histoire, ça ne leur sert pas à grand-chose. Ici, les choses ne respectent pas. Finalement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut au juste. Donc, moi, je ne suis pas vraiment étonné que quelque chose va sortir d'une négociation quelconque, d'une réunion quelconque. Parce qu'en plus de ça, ce que vous ne savez pas, Kourouziza, ça s'est dit pasteur. Et donc, je pense qu'il s'enferme dans sa logique également. Je pense que c'est parce qu'il est pasteur qu'il devrait en principe tendre la main, négocier. Il n'avait même pas besoin d'une rencontre internationale. Il n'avait même pas besoin que les Nations Unies interviennent. Il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, que l'Union africaine intervienne. Lui, en tant que, s'il était vraiment un leader spirituel, je pense qu'il donnerait l'occasion à tout le monde, justement, de pouvoir participer, n'est-ce pas, parce qu'il est question de gâteau. Et donc, je pense que vraiment, voilà, ça c'est je reste dans ma logique. Je pense que Kourouziza est en train de conduire son peuple, n'est-ce pas, vers la destruction. Et puis, l'histoire va le juger. Et puis, c'est tout. Je pense que c'est une leçon pour tous les Africains. Je termine, je sors par là. Une fois de plus, je reste dans cette logique-là. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'indispensable sur la Terre. Ça, c'est ma logique. Et je resterai toujours sur ça. On a fait 2 mandats, je pense, suffisants. On peut aller faire autre chose. D'accord, merci. J'aimerais vous demander, avant qu'on se sépare, quel serait pour vous, que doit-on faire actuellement pour sortir le Burundi de cette situation? Monsieur Sitak, professeur Sitak avec vous. Je pense qu'une fois de plus, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est que la solution est en Afrique. La solution est en Afrique. Je pense que tous ceux qui entourent le Burundi, s'ils aiment les Burundais, s'ils aiment les Rwandais, je pense c'est de prêter main forte. Il va finir par entendre raison. Je pense que les Africains, ils ont la raison avec eux depuis longtemps, contrairement à tout ce que les gens ont dit. Il n'y a pas de raison en Afrique, c'est pas vrai. On a toujours su régler nos problèmes, n'est-ce pas? Depuis la nuit des temps, depuis l'Afrique précoloniale, on a toujours réglé nos problèmes. Même tous les différents, on l'a toujours réglé dans le ventre du village. On a toujours su trouver des recettes, des solutions, mais des solutions idoines, des solutions durables à tous nos problèmes. Il ne faut pas que l'histoire de démocratie, des histoires de machin de gauche à droite viennent nous diviser, parce que simplement, il y a une personne qui veut absolument tout avoir pour lui. C'est pas possible. Je pense que ça, c'est pas une idée africaine. Ça, c'est pas vraiment une vision africaine. Je passe tout mon temps à enseigner ça. Vous savez, le dernier ouvrage que j'ai présenté, droit de l'environnement et représentation culturelle africaine, je parle suffisamment de l'Afrique, je visite l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et j'ai un dénominateur commun, c'est que nous avons des ressorts, nous avons des ressources pour régler nos problèmes dans le ventre du village. Je pense qu'on n'a pas besoin des Nations Unies, on n'a pas besoin d'aller chercher des mécanismes, des ressorts qui ne sont pas africains et qui n'ont rien à voir avec notre culture, qui n'ont rien à voir avec nos réalités, avec notre vision. Et je pense qu'il faut que les Africains comprennent ça. Et il est temps vraiment que nous puissions, pour des questions, n'est-ce pas, de gestion de pouvoir, de partage des ressources naturelles, de tout ce qui est pour nous, que nous puissions savoir partager, c'est ça le gros problème, que nous partagions, que chacun ait sa part. Et je pense qu'on a tout ça en Afrique. Le jour où on comprendra ça, je pense que l'Occident, les Européens vont nous respecter. Merci, professeur Sitak. Rapidement, sur la même question, monsieur Kamalo Salif Tourabi, des solutions au problème burundais. Oui, les solutions doivent y arriver. Je pense que l'Union africaine n'a pas lâché. L'Union africaine, c'est sa position de l'envoi de 5 000 hommes. Je pense que l'Union africaine doit s'imposer. Je pense à la sortie même du sommet du 26e sommet de l'Union africaine. Les grandes questions vont se poser là-bas. Les solutions doivent se proposer au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Union africaine a une position. Hier, moi, j'ai quand même suivi un peu les discussions.
avec les émissaires de l'ONU. Donc, je pense que l'Union africaine est dans une forme de dynamique pour faire parvenir à M. Pierre Nkurunziza d'accepter à ce que l'Union africaine vienne quand même sécuriser la sécurité de la population afin de voir dans quelle synergie le dialogue peut se relancer sur le terrain. D'autant plus que Museveni, sa médiation n'a rien donné jusqu'à présent. Je pense que l'Union africaine est en train de réfléchir là-dessus. D'ici quelques jours, on aura une solution du côté de l'Union africaine. D'accord. Monsieur Kamalo Salif Tourabi, qui a l'habitude, il a l'art d'être optimiste, hein, nous apprécions cet optimisme et espérons que l'Union africaine, effectivement, a la solution au problème burundais. C'est sur ce que nous vous disons merci à vous du côté de N'Djamena, monsieur Kamalo Salif Tourabi, professeur Sitak, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous pensons également au professeur Mahmoud Hassan, qui sera certainement avec nous prochainement. Bonsoir à vous, N'Djamena, et à nous revoir, certainement, par la grâce de Dieu. Je vais revenir sur ce plateau rapidement, central, et donner la parole à mes invités également, avant de contenter quelques téléspectateurs qui sont encore des nôtres. Et j'aimerais passer la parole à monsieur Célestin N'Djamena pour lui demander, et la même question avec laquelle j'ai commencé du côté de N'Djamena, Nkurunziza camperait sur sa position, il sera intransigeant, il ne veut pas d'une intervention africaine, de l'Union africaine, et il ne veut pas également engager un dialogue avec l'opposition. Il juge qu'il a été élu, il est dans ses droits. Monsieur Nkurunziza, c'est une honte pour l'Afrique. Je pense que, comme l'a dit le professeur Sitak, les problèmes sont posés par les Africains. Les solutions devraient être africaines. Je déplore en plus le fait qu'une grande organisation comme l'ONU puisse préparer les esprits des gens au génocide. Et ils disent même que nous serions incapables d'absorber, de gérer ce génocide s'il se présentait. C'est extrêmement grave. Alors nous qui devraient appuyer l'Union africaine pour le projet de 5000 hommes qu'ils entendaient envoyer au Burundi. Et ils ne font pas que refuser, ils disent que le problème devrait être résolu politiquement. Non, ils disent que les forces bleues, les casques bleus, ne sont pas une force expéditionnaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une armée dénommée casque bleu. C'est la contribution des États. Or, l'argument principal qu'ils avancent, c'est que le problème devrait être résolu politiquement, c'est-à-dire c'est un problème qui n'a pas besoin d'intervention de force sur le terrain. Ne soyons pas dupes, on connaît les déclarations de Nkurunziza. On connaît la déclaration de M. Rivien, le président du Sénat, burundais, qui dit que il faut nettoyer et pulvériser ces gens-là qui ne sont bons qu'à mourir. Ça, c'est Radio Mille Collines. C'est extrêmement grave. On ne peut pas l'accepter. Et le ministre des Finances... vous parlez des autorités burundaises. Oui, qui rajoute que si les forces de l'ordre échouent, il faut faire quelque chose, entre guillemets. D'accord. Et il faut massacrer. Où est les déclarations des responsables politiques qui engagent la mort, la vie, la mort des gens? C'est inadmissible. Donc M. Nkurunziza, qui se prétend pasteur, dont un homme de Dieu, qui devrait avoir à cœur la miséricorde, l'amour du prochain, il prône plutôt dans ses actes de satanisme. C'est-à-dire que penser que la vie se limite à la politique, c'est inadmissible. Si un seul être humain tombe sous mes pieds, même si j'ai raison, allez Michel Yedna, je fais profil bas, je me retire. Quitte à ce que je rebondisse 5 ou 6 ans plus tard. Il est jeune, il n'est pas si vieux que ça. Il n'a même pas 55 ans. Qu'est-ce qui l'empêche d'être un homme d'État, de faire preuve de grandeur, de dire il y a 200 morts aujourd'hui, pratiquement 250 000 réfugiés au Burundi. Ça ne lui dit rien, parce qu'il se croit l'envoyé de Dieu, se croit une mission messianique. Certes, on peut le dire, mais je continue à penser que cet homme fait la honte de l'Afrique. Je veux simplement rappeler que, et d'ailleurs on est obligé, à chaque fois, de revenir sur la question de la solidarité africaine. Donc, qu'est-ce que sommes-nous quand nous nous regardons face à un miroir? Quelles sont nos responsabilités? On connaît les responsabilités de l'Occident. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres permanentes en Afrique, puisque ça leur permet de mieux exploiter nos terres, nos sols et nos sous-sols. C'est leur intérêt. On ne va quand même pas aujourd'hui enfoncer les portes ouvertes. Mais ce que je veux dire, quelle est nous-mêmes, après 500 ans de domination, d'esclavagisme, quelle est la position de l'Africain lui-même face à tout cela? On doit préparer nous-mêmes nos moyens de défense. Moi, je suis davantage partisan d'un phénomène simple.
Pourquoi les budgets, les détournements de milliards qui sont faits dans nos pays ne pourraient pas être mis, n'est-ce pas, pour l'utilisation, la création des universités, des pôles d'excellence universitaires, pour aider nos jeunes à inventer des armes, à créer la technologie africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine, par exemple, souffre de ses propres lacunes. Elle est financée elle-même à hauteur de 90% par l'Union européenne. On sait très bien que celui qui paye ordonne, celui qui donne ordonne. Donc, elle sera toujours impuissante, elle n'a pas d'armée. Les États qui sont divisés, contrôlés par la France et les autres, auront intérêt à ce qu'elles ne s'entendent pas. Donc, elle n'envoie pas de troupes. Et c'est pour ça que M. Kongiza dit gaillardement que non, si vous venez, vous serez considéré comme une force d'occupation et d'invasion. Donc, c'est extrêmement grave. Moi, je dis aujourd'hui que les Africains, à défaut d'avoir une armée africaine, aujourd'hui, la société civile africaine, l'intelligence africaine, et je me réjouis qu'il existe des chaînes comme Afrique Média, pour essayer de galvaniser nos jeunes frères, pour qu'ils se mettent debout, pour dire au monde entier que l'Afrique n'acceptera plus ça. Parce que le respect ne se quémande pas, le respect s'impose. L'Africain doit s'imposer aussi par son comportement. Un Nkurunziza n'a rien à voir avec ce que moi j'ai comme pensée panafricaniste. Pour moi, excusez-moi, ça me semble, il a un comportement ordurier. Parce que c'est nos frères africains. Je me sens burundais quand un Burundais meurt. Nous luttons ici pour des valeurs panafricanistes, Alain Yéna Michel. Donc, il est important que nous luttions contre les forces endogènes qui pourrissent la volonté et l'ardeur de l'Africain à vouloir s'élever. S'il y a des gens qui nous tirent vers le bas, on n'ira jamais loin. On ne pourra jamais véritablement combattre. Je suis d'accord que chacun a ses responsabilités. Nous, Africains, nous avons des intérêts. Eux, Européens, ils ont leurs intérêts. Maintenant, c'est à nous de défendre nos intérêts. Et arrêtez de croire que le bon Dieu viendra tout faire à notre place. C'est à nous de nous battre d'abord. Et quand nous nous battrons, on ira ensemble vers la même direction. Ce sera le début de l'éveil africain. Et ils réussissent dans leurs entreprises parce que parce qu'on est perméables. Nous sommes perméables. Quand vous le dites souvent. Terminé. Bolloré, Orange, Nécotrans, Castel, Lafarge, toutes ces boîtes qui ont signé des accords, des contrats en Afrique, qui dominent l'économie africaine, c'est la faute à qui? C'est nous qui les faisons signer ces contrats-là. On plaint qui? On accuse qui maintenant, si ce n'est pas nous-mêmes? D'accord. Il faut arrêter avec ça. Merci. Et vous prenez souvent l'image d'une belle jeune fille qui ne peut offrir que ce qu'elle a. Si elle se refuse à être pute, prostituée, ben l'homme... On en profite. C'est-à-dire, on lui dit tu es belle, et puis... Ben oui, évidemment. Elle ouvrira ses culs parce que les femmes légères, et les maris couche-toi là, et puis effectivement, l'homme fera ce qu'il voudra. Donc l'Afrique est en quelque sorte une belle femme frivole. Pour le moment. Elle doit cesser de la dire espoir. Je voulais que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Pasteur. Oui. En attendant, puisqu'un pasteur, un pasteur peut en cacher un autre, nous allons accueillir le pasteur Soa du Ghana avec votre permission. Bonsoir pasteur et merci de nous rejoindre. Bonsoir Alain Leclerc, bonsoir pasteur Pondy, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Je voulais intervenir encore sur le problème du Burundi, mais il faut dire qu'il y a eu des sujets très importants qui sont passés, donc on n'a pas pu intervenir. Mais ce n'est pas grave, je vais être dans le sujet. Je voulais dire simplement que le problème qui est lié au Burundi, il faut dire que c'est un problème typiquement politico, diplomatique, militaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque l'Europe, lorsque la France, lorsque l'Occident, qui n'est pas dans leur plan politique orienté, toujours il te crée des problèmes et des difficultés. Lorsque l'Occident voit que tu n'es pas de même bon avec eux, sur la coopération politique, c'est-à-dire il te crée des guerres, il te crée des situations, c'est ce qui est le problème de Burundi aujourd'hui de Pierre Nkurunziza. Donc les Africains doivent se tenir debout, doivent se lever et apporter un soutien. Parce que ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Africains plutôt qui décident ou qui désignent les présidents à l'Occident ou en Europe. Lorsque nous avons un problème, c'est pourquoi c'est eux qui s'imposent, c'est eux qui s'impliquent là-dedans. Et que chaque fois qu'on ne soit pas des sous-hommes, qu'on ne soit pas des enfants, mais qu'on soit responsable, qu'on prenne notre responsabilité politique et militaire, de sorte qu'on puisse vraiment gérer nos nations telles que l'Afrique. Donc, allez, voici la situation qui se passe.
Ok, le pasteur Soa a été interrompu. Merci de nous avoir appelés rapidement. Nous allons mettre le cap sur le Cameroun et accueillir monsieur Tientu. Bonsoir, cher monsieur, merci de nous rejoindre. Ok, monsieur Tientu n'est pas là. On me fait comprendre pourtant qu'il est là. Nous allons accueillir un autre monsieur. Bonsoir monsieur et merci de nous rejoindre. Allô? Pardon? Vous êtes en direct. Je vous écoute à peine. Ok, d'accord. Je vous entends bien maintenant. Allô? Vous êtes déjà en direct, cher monsieur, on vous écoute. D'accord. Il est parti. Nous allons très rapidement essayer d'en prendre un autre. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Ok, c'était par rapport à Burundi que je voulais intervenir. Quand nous parlons de l'Union africaine, de l'Union africaine, oui. Je voudrais juste dire aux panélistes qu'on ne peut pas d'emblée faire la leçon du moment où nous-mêmes nous sommes concernés bien sûr par des problèmes. Parlez sans vous écouter, cher monsieur. On prend un autre appel, juste derrière. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous le panel. Je vais revenir un peu sur... Alors, nous allons revenir sur les appels tout à l'heure. Nous voulons gagner en temps. Pasteur, vous aviez la parole. Voilà un pasteur comme vous, pasteur Nkurunziza, qui semble être en train de marcher sur les cadavres. Je dis semble être en train de marcher sur les cadavres au Burundi. Déjà, là, ça devient, je vais vraiment, M. Alain Michel Lieutenant, apporter ma lecture par rapport au problème du Burundi. Qu'est-ce qui se passe au Burundi? Moi, je pense que M. Nkurunziza, dans un premier temps, a raté le cap de rentrer dans l'histoire comme il pouvait être élevé à la dimension de ceux-là qui ont mené ce projet de réconciliation. Je vais citer Nelson Mandela. C'est-à-dire que, pour moi, ce que Nkurunziza est en train de vivre, ou bien de faire vivre en ce moment, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, comme certains l'ont dit, sa logique. Il a vu un vide constitutionnel qu'il a profité. Bon, il a profité de ce vide pour se faire élire encore. Bon, mais il y a quelque chose que je voudrais vous faire observer, M. Alain Michel Lieutenant. C'est-à-dire que ce monsieur, il n'était pas dans le pays, et on a fait un coup d'État à son absence, et puis ces généraux même se sont auréolés, ils chantaient victoire déjà, mais on constate que une grande partie de la population suit encore M. Nkurunziza. D'abord, son armée est fidèle à lui. Ça, c'est une lecture qui n'est pas à négliger. Son armée est totalement fidèle à lui. Et l'armée a repris le pouvoir pour le compte de M. Nkurunziza parce que ça pouvait s'arrêter là. Et ce général même qui défilait déjà dans les rues de Bujumbura, et il chantait victoire avec ses alliés. Ils ont pris la radio, ils ont fait... Bon, maintenant donc, est-ce que ça a servi à ce que la paix revienne? Non. Moi, je m'interroge donc à ce niveau. Parce que dans l'état de Pasteur, comme on cite bien, si j'étais à la place d'un Nkurunziza, si moi j'étais à la place d'un Nkurunziza, déjà que je n'aspirerais jamais à être à ce niveau parce que vraiment ça ne me chante pas. Je ne sais pas comment il a fait pour être là. Bon, mais si j'étais à sa place, déjà que les morts tombent de cette façon, je devais me poser la question, est-ce qu'il n'est pas bon de m'arrêter un temps soit peu et de me dire, j'observe un peu
ce qui se passe partout souvent, là où il y a l'intelligence. Parce que j'ai vu au Mali, M. Toumanou Touré prendre le pouvoir et remettre à M. Comment il s'appelait encore Alpha Ouma Konaré. Après, lui-même, il est revenu encore au pouvoir. Donc, c'était une stratégie pour lui de venir au pouvoir. Il ne voulait pas faire ce putsch pour ne jamais gouverner le Mali. Il voulait être un jour président. Mais il a usé d'une stratégie qui est louable. Il a d'abord donné à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, s'il profite donc de ce vide, moi, à sa place, je devais dire, M. Alain Michel Yedna, bon, puisque les gens s'offusquent, je me retire d'abord, je place même quelqu'un de mon équipe, là, qui va être accepté par tous, parce qu'il se passe que il est dans son droit de dire qu'on ne doit pas venir piller les richesses du Burundi. Là, il a raison. Mais il n'est pas indispensable, comme certains l'ont dit. C'est-à-dire qu'il est changeable. Il faut user la stratégie. Ce que je dis est valable pour Kadhafi. On chante tout le temps ici Kadhafi a été tué. Kadhafi a manqué de stratégie politique, tout simplement. Il faut amener les Occidentaux. Et Gbagbo. Je dis Kadhafi. Et Gbagbo. Non, pour Gbagbo, Gbagbo est dans son droit. Je dis Gbagbo est dans son droit le plus absolu. Mais pourquoi il n'aurait pas... Parce que je vous pose la question, parce que ce qui est valable pour Paul doit être valable pour Pierre. Oui. Je sais que vous dites ici que Gbagbo a été un grand homme. Il est un grand homme. Mais pourquoi Gbagbo n'aurait pas dit, voilà, il y a des morts, je me retire, la même stratégie? Pourquoi ce n'est pas valable pour Gbagbo? Non, en ce qui concerne le cas de Gbagbo, il est différent. Comment? Écoutez un peu. Il y a des élections qui sont organisées. Oui. Déjà, ce qui a manqué à Gbagbo, c'est ce qu'on appelle la finesse politique que les présidents comme Paul Biya ont. C'est-à-dire qu'il va à Marcoussis, il signe des accords qui sont, je ne sais pas comment on peut les qualifier, là où lui-même il est coincé. Il rentre dans son pays, il n'analyse pas ça pour trouver une stratégie de sortie par rapport à ces accords. Non, je dis, dès lors que les résultats sont promulgués, et qu'il sait qu'il est le légitime vainqueur, mais on ne veut pas de lui, quand il sait qu'il y a des morts, il y aura des morts, pourquoi il ne se retire pas? Mais j'ai entendu certains analystes dire ici que Gbagbo voulait même sortir, il voulait ceci, il voulait cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, en ce qui concerne le cas du Burundi. Vous avez éludé. Non, je ne Vous avez éludé le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que tout le temps, on nous taxe, on est là pour parler de la Côte d'Ivoire comme si on n'a pas... Non, en fait, pourquoi j'insiste sur cette question? Parce que Pierre Nkurunziza, s'il est dans son droit, d'accord, pourquoi si vous soutenez Gbagbo qui est resté campé sur sa posture? Gbagbo n'est pas pasteur. Déjà, on a taxé Nkurunziza de pasteur là. Vous voyez écoutez bien le débat là où il prend son sens. Hein. Le plateau de N'Djamena l'a taxé d'homme de Dieu. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré pour voir également, effectivement, ses affinités avec le Seigneur Jésus. Je ne sais pas le degré de spiritualité qu'il dégage. Et puis, il y a également des spiritualités que nous décrions, nous dénonçons souvent. Vous voyez, tu peux être là en te présentant, peut-être un serviteur de Dieu, alors que tu es encore dans une loge maçonnique. Tout ça est à vérifier. Donc, mais je dis simplement, puisqu'il a l'étoffe de pasteur, je dis, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Gbagbo n'est pas un homme de Dieu de la même trempe. Il n'a jamais enseigné dans une chapelle. Il devait se rebiffer et dire, voilà une occasion pour moi, parce que j'ai signé des accords avec Nelson Mandela, qui est une personnalité emblématique de la Terre. Ça, personne ne peut... Si même... Je ne sais pas qui le nierait un jour. C'est un autre débat. C'est un débat, mais c'est vrai. Il faut rester dans l'histoire. C'est l'occasion de rester dans l'histoire. Bon, on a signé ces accords. Maintenant, il y a problème. Parce que les gens ne veulent plus de moi. Moi, je défends les droits de mon pays. On veut arracher mon sous-sol, on veut faire ceci, comme ils ont l'habitude de faire. Je me rebiffe, je mets quelqu'un d'autre stratégiquement, et puis je reviens après 5 ans. C'est facile. C'est vraiment facile. Et il épargne des vies. C'est ça ma position. C'est une lecture de sagesse, tout simplement. Et on ne parlera plus de lui. Parce que s'il continue dans cette logique, et qu'il y a 3000 morts encore, vraiment... Son étoffe de pasteur ne servira... serait dubitable. Oui, ne servira à rien. D'accord. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, pasteur Saint-Luc Michel. Chacun a son... Bien sûr. A son point de vue. Et c'est lui que je vais, avant de revenir donner la parole à Stéphane Tchumbu, c'est lui que je vais accueillir. Luc Michel, rebonsoir. Je suppose que votre position sur le dossier
du Burundi, où vous défendez bec et ongle le gouvernement de Nkurunziza, n'a pas changé. Luc Michel. Je pense que maintenant les téléspectateurs d'Afrique Média l'ont compris. Moi, je défends le gouvernement, je le répète, légal, légitime, démocratiquement élu de Bujumbura. Certains adversaires sur les réseaux sociaux m'ont appelé l'avocat du diable. Je vais dire que c'est un honneur pour moi. C'est l'injure qu'on lançait au visage de Maître Vergès lorsqu'il défendait notamment Milosevic. Un des plus beaux moments de mon parcours politique, ça a précisément été ma défense de Milosevic et des prisonniers politiques yougoslaves avec le regretté Jacques Vergès. C'est un échec général à la fois de l'ONU et de la diplomatie internationale. Pourquoi ça ne marche pas au Burundi? Moi, je vais vous dire la raison. Parce que le gouvernement du Burundi, la majorité des Burundais, évidemment, ne sont pas là pour abdiquer, ne sont pas là pour se rendre. Moi, je n'ai pas une grande estime, ni pour les Nations Unies, qui n'ont apporté ni la paix ni le bonheur au peuple de la terre depuis 1945, qui sont, en fait, un espèce de syndicat des vainqueurs, ceux du Conseil de sécurité en 1945, qui sont toujours là en 2015. La deuxième chose, évidemment, je ne crois pas beaucoup non plus à la diplomatie internationale. Les Russes actuellement font beaucoup de diplomatie, mais on va quand même rappeler qu'autre chose, dans un grand moment où il a dit la vérité aux Russes les yeux, dans le fameux discours de Valdaï en septembre 2014, Vladimir Poutine a expliqué que la diplomatie, c'était le monde du mensonge et le langage du mensonge, c'est ce que je pense. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et pourquoi aussi, parce que c'est le corollaire, pourquoi est-ce que le Burundi tient bon? Pourquoi est-ce que la révolution de couleur a échappé, n'a pas marché? Pourquoi est-ce que le putsch du mois de mai n'a pas marché? Pourquoi est-ce que les élections se sont faites malgré tout? Pourquoi est-ce que même aujourd'hui les escadrons de la mort ne réussissent pas à provoquer la guerre civile que les ennemis du Burundi annoncent? C'est parce que nous ne sommes plus dans le Burundi de 2003 ou des 15 années précédentes. Nous ne sommes plus dans le Burundi des génocides. Nous ne sommes plus dans le Burundi des accords d'Arusha, accords mal ficelés où Nelson Mandela a très mal travaillé parce qu'il a laissé toutes les portes ouvertes, instaurant notamment ce qu'il ne fallait pas au Burundi, des quotas ethniques notamment au Parlement, dans l'administration et dans l'armée. Ça n'a pas marché parce qu'aujourd'hui la nation burundaise est unie. Elle est unie, les Houthis, les Tutsis, et même ceux qu'on oublie, il y a une troisième ethnie au Burundi dont je n'entends jamais parler, ni ceux qui crient haro sur Nkurunziza, notamment sur les plateaux d'Afrique Média, ni les politiciens de Washington, de Bruxelles ou de Paris. Ce sont les populations nilotiques, les pygmées, qui pour la première fois de l'histoire du Burundi, après le mandat colonial belge, après la colonisation allemande, après les 2 décennies de génocide, ont enfin leur place au sein des institutions du pouvoir de l'armée. Le peuple burundi est uni. C'est aussi pour ça que le coup d'État au mois de mai n'a pas marché. Ceux qui ont cru, les Occidentaux, qu'ils allaient relancer le Burundi dans 2 décennies tragiques, se sont... D'accord. S'il vous plaît, messieurs, le débat va se passer en direct. Merci pour votre bonne compréhension. Une toute dernière question à Luc Michel. Vous dites que les Occidentaux, en particulier les Belges, sont très mal placés pour parler de génocide au Burundi. Je vais ajouter quelque chose. Et franchement, c'est que dans toute cette affaire, c'est le culot monstrueux des Occidentaux. Parce que l'Union africaine, elle ne fait que lire un discours qui a été écrit par l'Union européenne à Bruxelles. Et l'Union européenne, elle ne fait que lire elle-même un autre discours qui a été écrit par Obama et le State Department lorsqu'en août 2014, lors du sommet USA-African Leader, le président américain a décidé que 15 à 20 chefs d'État africains devaient partir, dont Nkurunziza. Nkurunziza, qui n'est pas un vieux politicien accroché au pouvoir. Il faut arrêter avec ça, parce qu'on a fait un grand fourre-tout, Obama, avec les chefs d'État africains. Nkurunziza, c'est un chef d'État jeune, qui en est maintenant à son 2e mandat élu,
Ceux qui prétendent le troisième n'ont pas lu la Constitution. À la fin des accords d'Arusha, son premier mandat n'est pas un mandat électif. Il a été désigné par ces accords. Il a derrière lui un parti moderne. Il a des gens jeunes et modernes, comme les frères Niyamidze notamment, le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement. Il a une grande série de partis au Burundi derrière lui. Nkurunziza, on va quand même le rappeler, ça sera ma conclusion, pour dénoncer l'immonde culot des Américains, des Belges qui ont organisé le génocide dans les têtes des Hutus et des Tutsis pendant tout le mandat colonial et pendant les 20 années qui ont suivi, pour dénoncer le culot des Français qui sont responsables très probablement de l'autre génocide, celui du Rwanda. Eh bien, tous ces gens, évidemment, donnent aujourd'hui des leçons au Burundi, disent qu'il y a un risque de génocide. Ce sont les responsables des génocides à partir de la fin des années 60. Il faut quand même rappeler l'histoire tragique du Burundi et du Rwanda parce qu'elle est indissociable. Il n'y a pas eu que le génocide des années 94 et suivantes. Il y en a eu combien dans les années 60, dans les années 70? Il est temps que tout ça s'arrête. C'est ce qu'ont compris les citoyens du Burundi. Je leur offre avec toute ma sympathie, avec tout mon soutien, et je leur dis franchement, vous n'êtes plus seuls. Merci Luc Michel. Moi je retiens ce ton très mélancolique qui est le vôtre, qui a failli m'arracher une larme. Une larme à l'œil. Merci pour cette intervention. Stéphane Tchumbu, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais on a quand même l'impression qu'il y a des morts du côté du Burundi. Récemment encore, il y a une information rapportée par Le Monde Afrique. Nous irons très vite, parce que normalement nous devrions être partis d'ici. On nous fait comprendre qu'il y a eu des affrontements, alors même que jeudi à Bujumbura, les émissaires de l'Union de l'ONU étaient du côté de Bujumbura. Il y a eu d'autres affrontements. Un adolescent a été tué et Le Monde Afrique précise que c'est par les soldats. Il a été assassiné, tué par les soldats. Voilà. Mais moi j'ai peur d'une chose, c'est de la manipulation de la presse, parce que quand on a suivi tout ce qui s'est passé en Libye, on prend quand même certaines informations aujourd'hui par les pincettes. On a peur à un certain moment quand on nous dit que Pierre Nkurunziza est en train de massacrer son peuple, quand on considère l'exemple libyen. Vous faites bien de poser cette question à Michel Guéna. Moi, je pense que j'ai été victime de la question du Burundi ici. Je n'ai jamais soutenu le président Nkurunziza. Bien sûr. Je défendais parce que, moi, avec ma formation juriste, où on nous enseigne dans le droit constitutionnel que la Constitution est un droit fondamental qu'il faut respecter ici. Et sur ce clivage-là, je défendais mordicus que la position que Nkurunziza avait était une très mauvaise position. Mais ce qui m'interpelle, c'est que j'ai pris un recul après. Lorsque j'ai vu toute cette batterie médiatique occidentale qui essaie de s'opérer et de noircir le président Nkurunziza, que non, c'est l'homme qu'il faut dégager, qu'il est très dangereux, il est en train de massacrer. Je me suis dit, c'est le même chemin qu'on a utilisé pour les autres présidents qu'on a assassinés. Donc, il faut avoir un recul et regarder justement qu'est-ce qui se passe. Mais interpellons déjà les accords d'Arusha. Il y a un vide juridique à l'intérieur. Ils l'ont fait à dessein et exprès. Parce qu'ils savaient, justement, ça devait être un moyen de chantage et de pression sur M. Nkurunziza qui ne devait pas s'ouvrir à d'autres marchés. Pourquoi ils ne l'ont pas bien ficelé? C'est parce que, justement, on savait que on devait arriver à ce stade-ci où on devait dire à M. Nkurunziza qu'il n'a pas le droit de se présenter. Donc, Alain Michel Guéna, moi je pense qu'il y a une volonté conspirationniste de tout le bloc occidental de pouvoir renverser M. Pierre Nkurunziza. Lorsque nous avons donc cette analyse venant des médias occidentaux qui nous présentent M. Nkurunziza comme un diable, faisons très attention. En réalité, nous serions en train de satisfaire justement les vérités de ceux-là, parce que pour eux, leur volonté, c'est que dans la région des Grands Lacs qui constitue un enjeu géopolitique, il faut justement écarter M. Nkurunziza et positionner là-bas, à la tête du Burundi, quelqu'un qui pourra être en odeur de sainteté avec ceci. Aujourd'hui, ils sont en train de brandir le spectre du génocide qui va se faire au niveau du Burundi. C'est à dessein, ils le font parce qu'ils savent. Pourquoi ils le font aujourd'hui?
C'est pour préparer justement le massacre qui va se faire et mettre à la tête de M. Nkurunziza et justement que la CPI commence à l'interpeller pour l'arrêter parce que ce truc a été fait. Mais attendez un peu, vous parlez des morts qui sont en train de tomber. Justement, je suis d'accord. Lorsqu'une âme se meurt, c'est l'humanité qui... Lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Je peux comprendre cette démarche-là. Mais Nkurunziza, prenons aussi la notion de légitime défense. Vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on accuse M. Babo de tout. Mais M. Babo ne s'est jamais levé pour attaquer, ou bien pour pouvoir détruire. S'il avait voulu le faire, il devait attaquer ou bien bombarder l'hôtel de Goff. Mais on l'a attaqué. Et vous ne pouvez pas nier la légitime défense qui est reconnue aussi par le droit. Quand vous vous sentez attaqué, et que vous avez dans une posture vous avez le droit de vous défendre à l'Indiana. C'est un droit indéniable qu'on doit reconnaître à tout être humain. Et pourquoi vous discutez de ça? Et pourquoi vous ne voulez pas admettre aussi que M. Pierre Nkurunziza est en face d'une rébellion qui s'organise? Des gens qui s'organisent à vouloir arracher une élection qu'il a gagnée. Parce qu'on n'est pas clair avec ce qui s'est passé. Il fallait donc trancher avec les accords d'Arusha. Donc les accords d'Arusha ont été ficelés, ont été organisés de manière scientifique, afin que justement on puisse faire, ce soit un moyen de chantage et de pression pour mettre sur M. Pierre Nkurunziza. Alors, nous, Africains et panafricanistes, lorsque l'Occident s'élève pour rejeter quelqu'un, faisons très attention. Il ne suffit pas de se mélanger avec ceux qui disent que celui-là est mauvais. Non, moi je pense qu'il y a une autre volonté, il y a d'autres enjeux que nous devons creuser aujourd'hui et comprendre justement. Et l'enjeu, c'est que Nkurunziza ne fait plus partie. L'homme n'est plus l'homme avec qui on doit traiter, avec l'homme avec qui on va pérenniser cette politique machiavélique. Donc il faut le dégager. C'est ça l'enjeu. Donc je pense que des Africains sincères et ceux qui comprennent aujourd'hui la géopolitique mondiale devraient comprendre que la question du Burundi est une question où des prédateurs ont décidé d'écarter Nkurunziza pour justement refaire une place. D'accord. J'insiste sur la même question avec vous, M. Simo, parce que j'ai été l'une des personnes les plus attristé après la mort de Muammar Kadhafi parce que j'étais, je vais l'avouer ici, l'une des personnes qui était tombée dans le piège médiatique des médias mensonges et qui avait été arrivé jusqu'à dire que si j'avais ce monsieur en face de moi, je le tuerais de mes propres mains parce qu'on nous présentait les Libyens qui mouraient comme des fourmis. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était de la manipulation. Je veux être d'accord que le président Nkurunziza ne soit pas cette personne-là qui devrait marcher sur les cadavres. Mais en même temps, j'ai des réserves. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, comment vous analysez l'actualité burundaise. Monsieur Alain Guéna, vous savez bien, j'ai toujours l'habitude de dire que le chien ne change pas facilement sa manière de s'asseoir. Si nous, Africains, on était assez intelligents, on devait voir les démarches de ces gens pour voir que ça se passe à tous les niveaux. Vous vous rappelez bien, quand on a noirci Kadhafi, mais ça dit s'il y avait autre produit plus noir que le noir, mon Dieu, on l'aurait effacé même sans le tuer. Malheureusement, pour eux, il ne risque que le noir. Et pour arriver, on l'a amené à la guerre, on l'a tué en mondiaux pour prouver comment il était l'assassin, l'homme dangereux et tout. Et les Africains ont applaudi. Quand on a montré son cadavre, les Africains ont applaudi. Bien sûr. Monsieur Yedna, je vais vous rappeler une chose. On parle aujourd'hui de Nkurunziza. On vous dit il y a des morts, il y aura le génocide. Mais monsieur, j'aurais préparé un cheminement normal pour à la fin dire que c'est lui. Si, je voudrais même vous dire une chose. Son nom est déjà à la haie. Vous pouvez tout ce que son nom est déjà à la haie. Son nom est à la haie. Même ça que les problèmes parce qu'on a décidé que ça va être ainsi. L'Occident ne font jamais. Je leur dis toujours, à force de trop faire des calculs, on finit par trouver des mauvaises solutions. Et ça va arriver n'importe comment. L'Occident va se trouver dans la merde en Afrique parce que Dieu l'a dessiné. La manière dont ces gens fonctionnent avec l'Afrique, c'est incroyable. Partout où ils passent, quand on parle de l'ONU, montrez-moi un seul pays où l'ONU a mis de l'ordre. Mais s'ils vont au Burundi là, mais c'est pour organiser la mafia, pour tuer, pour assassiner et mettre sur le dos de Nkurunziza. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand j'entends les gens dire oh Nkurunziza, c'est un machin, je dis c'est très bien. Mais c'est la parole de l'Occident contre celle de qui? Qui est là pour juger, pour prouver le contraire? Personne. Ils ont tous les moyens d'intoxication et le seul moyen en Afrique, c'est malheureusement Afrique Média qui, ce sont encore les pseudos, je ne veux pas dire intellectuels parce que c'est diplômés, parce qu'ils ont tout un lot de diplômes dans des valises, ils sont contents, ils sont prêts pour des études. Ils sont eux qui nous critiquent. Malheureusement,
ils ne vont pas loin parce que c'est des gens qui sont même unijambistes en matière de réflexion. Ils ont je ne sais pas, une perte de mémoire. C'est-à-dire on a nettoyé leur cervelle de sorte que je ne voudrais pas dire qu'il y a la boue à la place parce que c'est des gens qui raisonnaient un peu. Ils ne pouvaient pas. Permettez-moi, monsieur. Allez-y. Donc, je voudrais dire que c'est des gens qui, généralement, ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, demain, l'histoire va nous donner raison parce que je suis convaincu que Nkurunziza, je ne vois pas un seul chef d'État le plus méchant du monde qui a accepté de voir les gens mourir devant lui et rester insensible. C'est pas possible. Je voudrais qu'on me démontre un seul cas où quelqu'un allie les gens comme ça, les tue. Pasteur de Vision. Non, laissons l'histoire de pasteur. Ça passe, il y a un autre débat. À mon Dieu Vision. S'il vous plaît, Père Sadio, allez-y. Merci, monsieur le modérateur Sadio. Merci pas vous. S'il vous plaît. Donc, je voudrais dire la chose suivante. Je défie qui que ce soit de me montrer un chef d'État qui n'aime pas son pays au point d'aligner les gens, ses enfants devant lui pour les tuer au nom de l'Occident. Il faut qu'on arrête un peu. L'Occident est en train de tout faire pour nous mener là où il souhaiterait qu'on y arrive et démontrer aux yeux du monde qu'on n'est que des idiots. On peut nous tenir n'importe où par le bout du nez. Merci beaucoup, monsieur Simon. Père Noah Sadio. Rapidement. Je suis scandalisé. Simon pour nous traiter d'idiots de ce qu'il pense. Moi, je suis parmi les 1000 idiots là. Non, il n'a pas dit que vous étiez idiot. Non, puisque moi, Nkurunziza, je ne sais pas les accords qu'il a signés à qui, mais Nkurunziza était un rebelle. Il était dans les montagnes parce qu'il contestait une loi établie. Et il s'est battu. Vous savez, cet endroit-là, il faut faire très attention, qu'on appelle Burundi. Il y a Melchior Ndadaye, il y a tant d'autres. Buyoya même qui est assis. Il y a beaucoup de militaires. Oui, c'est un endroit qu'il faut faire très attention. Je n'ai rien contre Nkurunziza, sauf qu'il a gouverné 2 fois. Et comme la Constitution lui permet de dégager après 2 fois, Nkurunziza doit dégager. C'est quoi la Constitution? Voilà. Je ne sais pas. Toi, tu connais mieux que moi la Constitution de là-bas. Moi, j'ai été victime. J'ai eu 12 morts. Qu'on dit que c'est la voiture qui les a piétinés. Parce que le mensonge est saillant. Monsieur Ouad, mon président qu'on avait bien élu, moi je ne l'ai pas élu, mais le Sénégalais dont j'ai confiance l'avait élu. Il a fait 2 mandats. Il est venu nous amener une mathématique parce qu'il est doué en mathématiques, de 25%. Celui qui les a, il passe. Les gens ont dit non. On me dira peut-être c'est Soros ou bien qui nous a mandé. Personne ne m'a manipulé, mais j'étais contre. Puis c'est ça que nous voulons. Si demain, ce Macky Sall, peut-être il me suit parce qu'ils ont TNT là-bas. Vous aussi nous dire qu'il lui reste une chance. C'est lui-même qui a demandé d'aller à 5 ans. Si les 5 ans là, on ne les lit pas, et que quelqu'un d'autre Sénégalais que les gens ont cru. Parce qu'en politique, c'est la loi de toi, je me mets là, hein, que personne ne trompe quelqu'un. Alors, si celui-là dit que non, je n'étais pas tellement élu et qui, même un mandat. Parce que Sarkozy a dégagé avec un mandat. Il ne faut pas que les gens que nous critiquons soient plus intelligents que nous. Nkurunziza n'a pas le droit. Les balles que j'ai vues, oui, vous pouvez me dire que c'est la manipulation. Mais les télés ne mentent plus. Hein. Ah bon? Les télés sont là. C'est le monde universel. Ou bien on ne s'assoit plus ici, parce que c'est la télé qui nous montre. J'ai vu des balles à terre. Je ne veux plus voir ça. Sur quelle chaîne de télévision? Parce que la télévision, celle que nous, on capte là. Afrique Média. Oui, c'est là où j'ai vu les balles. Peut-être que l'Afrique Média a pris les images d'ailleurs. Non, sois sérieux. Sois sérieux, Alain. Moi, je ne peux pas vouloir quelque chose et son contraire. Je dis, je m'attends à vos foudres. Ils n'ont qu'à tomber sur moi. Mais vous ne voudriez jamais vivre dans un endroit où la balle crie matin, midi, soir. En tout cas, moi, je ne voudrais pas. Bien sûr, personne. Alors, non, attends-moi finir. Hein. Attends-moi finir. Rapidement. Nkurunziza, ils ont ficelé, vous me dites accord d'Arusha, Nelson Mandela, à un moment donné, il a bien raison. Voilà son nom. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'aime. Parce qu'il a dit non, le mandat que vous voulez encore me donner de plus là, je ne le veux pas. Parce que je ne suis plus capable. Je n'ai plus l'âge de gouverner. Nelson Mandela, c'est ça qui fait ça qui fait sa particularité. Monsieur Nkurunziza, je ne sais pas quel âge il a, 53 ans,
Il a fait 10 fois. C'est quoi 10 ans qu'il a gouverné. Hein. Parce qu'on me demande souvent en route, oui, vous, les Bandakani, Sadio et tout ça, vous dites que Bandakani, je ne l'ai jamais vu encenser un président, ni Déby, ni qui, mais il n'est pas contre. Nous, on a vu, on a voyagé. Moi, si j'étais guinéen, tu me dis que Obiang Madoua, je pouvais mourir pour ça. Parce qu'il a convaincu ces gens avec ceux qu'il a travaillé à Mangomo, à Bébéine, à Bata et à Malabo, non? Bon, si Nkurunziza avait convaincu les Burundais, dis donc, vous n'allez pas voir tu tous les jours. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je n'ai pas vu tu là-bas. Depuis que je connais, je n'ai jamais vu tu à Malabo. Non, je ne sais pas. Mais toi et moi, on est partis. On est parti à Malabo. Tu me disais, les routes là sont belles. Hein. Malgré ça, il y a des accidents. Parce qu'il y a des fous. Partout, on trouvera des fous. Les gens qui filent. Non, Stéphane, ce n'est pas la personne Nkurunziza que je ne veux pas. Père Sadio, normalement, on devrait finir avec cette émission. Oui, je m'arrête là. Merci de vous arrêter là. Je vais rapidement, demander vraiment la clémence de notre vaillant réalisateur, Monsieur Rollin. Je vais lui demander quelques 6 minutes, vraiment. 2 personnes ne sont pas encore intervenues. Il y a Monsieur Aoumou et puis le président Bandakani. Ils vont se partager ces minutes. Quelques minutes chacun, peut-être 3 minutes. Président Bandakani, vous avez la parole rapidement. Pourquoi vous faites ça? C'est à la fin un peu... Malheureusement, vous avez 3 minutes. Vous pouvez y aller déjà. Je pense que... Je risque de faire comme mon ami Paul, mais je ne le ferai pas comme lui. C'est mon ami, je le salue en passant, s'il est chez lui. Alain Michel, je suis triste à propos de ce que j'appelle entre guillemets les désaccords africains sur la question burundaise. C'est attristant. Parce qu'il y a des... Vous ne comprenez pas comment les gens peuvent se tenir ici et être ici changés par rapport à ça. C'est terrible. Je voulais rappeler à mes amis tchadiens qui ont fini. Je voulais leur rafraîchir un peu leur mémoire. Sur la question de l'âge de Noé. L'affaire de l'âge de Noé. L'âge de Zoé, pardon. Lorsque le président Déby dit qu'il veut être jugé au Tchad, Sarkozy débarque et dit qu'il est venu chercher les Français. Déby a résisté. La rébellion était à son palais en 2 jours, au bord de son palais. En 2 jours. Et qu'est-ce qu'on disait sur les médias mensonges concernant Déby à l'époque? Les mêmes médias amoureux de la vérité, parce qu'il fallait sauver les Français contre les enfants du Tchad. Comment ils traitaient Déby à l'époque? Comment traitaient-ils Déby à l'époque? Je vais me voir la réaction de mes amis du Tchad à ce moment-là. Deuxième argument pour mes amis du Tchad. Lorsque la question des fonds pour les générations futures est posée au Tchad, où on dit à M. Déby que l'argent de ton pétrole là, on va aller garer ça à Londres là-bas dans un compte, tu ne peux pas gérer ça. Pour justifier ça, qu'est-ce qu'on disait de Déby? On appelait son passé de tueur, un mauvais dirigeant et tout, on le noircissait dans ces médias. Je vais me voir la réaction de M. Sitak à l'époque là. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. C'est parce qu'on a des petites allégeances comme ça qu'on va jouer. Il faut qu'on soit sérieux. Alors, subitement sur la question burundaise, l'Union africaine devient crédible. Ah, l'Union africaine devient très crédible en ce moment-là. On oublie ce qu'elle est. Alors, c'est l'Union africaine. Qu'est-ce qu'elle dit pour la RDC? Pour la RDC, mon cher ami Djamel. D'ailleurs, M. Djamel lui m'a reconnu l'impuissance de cette Union africaine. Alors, que dit le président Kabila, chef d'État souverain, a demandé depuis à l'ONU de partir de son pays. L'ONU reste là-bas. Qu'est-ce qu'il dit de ces panafricanistes-là qui soutiennent ce qui se passe au Burundi? Qui soutient Kabila? Il a demandé qu'il parte de son pays. On le méprise. Pourquoi est-ce que l'ONU reste là-bas? À cause du grand projet géopolitique du Grand Lac. Tout le monde le sait. D'épaisser la RDC. Tout le monde le sait. Que dit l'ONU sur la question de la RCA? La RCA est là. Que dit l'Union africaine? De quoi est-ce qu'on parle? Alors maintenant, pour le Burundi, cette Union africaine devient subitement crédible. Elle devient subitement puissante. Elle va aller régler ça. Quand il fallait tuer Kadhafi, on s'est caché derrière la Ligue arabe pour arabiser le crime. Chacun le sait ici. Le paravent du crime, c'était la Ligue arabe. Alors, où se trouve... Alors, Nkurunziza est le seul qui doit être miséricordieux. Il doit abandonner, il faut qu'il laisse le pouvoir. Soit je respecte, mais c'est avec ça, alors, sinon on peut être miséricordieux.
C'est seulement Nkurunziza qui doit laisser le pouvoir. Il faut qu'il cesse de tuer. Ces adversaires qui veulent mourir pour le pouvoir, là, ils ne peuvent pas aussi laisser. La communauté internationale ne peut pas aussi laisser que, bon, ok, nous on aime la vie. Vraiment, bon, Félix Tom, c'est 5 ans là. Félix, c'est 5 ans là, vraiment. On va patienter pour qu'il n'y ait plus de morts. C'est Nkurunziza seul qui doit être, vraiment, qui doit avoir la miséricorde. Parce que soi-disant, il est pasteur. Où se trouve la base arrière de ceux qui luttent contre Nkurunziza? Pourquoi on ne parle pas de ça sur les plateaux télé? On ne connaît pas la base arrière. C'est pas au Rwanda. Et comme c'est au Rwanda, ça ne peut pas ouvrir les yeux de l'intelligence de tous les Africains qui soutiennent cette affaire-là. Voir le projet qu'il y a derrière. Alors moi, j'ai écouté mon ami N'Djamène. Alors, j'ai bien dit que j'avais peur que les arguments que je développe depuis aboutissent normalement à la célébration de l'impérialisme. Derrière la lutte pour la démocratie, on célèbre l'impérialisme. Alors on dit que qui signe les contrats donnant à M. Bolloré? Qui signe ces contrats, c'est le président. Ok, mon cher ami N'Djamène. Mais ceux qui ont refusé de signer, quel sort leur a été réservé? Kadhafi a refusé de signer, on l'a fait quoi? On leur a fait quoi? Pourquoi vous n'êtes pas allé empêcher ça? Vous qui êtes très fort. Gbagbo a refusé de signer, on l'a fait quoi? Il est déporté à La Haye. Avant lui, ceux qui ont refusé de signer, on les a fait quoi? On les a assassinés et tués. J'aimerais voir quand vous serez au pouvoir. Quand vous aurez une balle sur votre tête, je veux bien voir si vos discours là sont pas de la démagogie. Il y a quand même ce qu'on appelle la vérité des situations. Qu'un homme politique qui en plus se prétend être humaniste devrait tenir compte quand il parle des autres. Quand c'est d'autres, vous êtes dur. Mais quand c'est vous-même, est-ce que vous êtes sûr que quand c'est vous-même, vous n'êtes pas réaliste dans les situations, entre guillemets, ce que vous reprochez aux autres? Donc quand vous limitez le sort de l'Afrique à ceux qui signent les contrats Bolloré, pensez à ceux qui ont refusé, ils ont été tués. Ils sont tellement nombreux qu'on peut, sans cautionner, comprendre que certains n'ont pas le choix. Même si nous ne cautionnons pas leur choix. Alors la démocratie, là, on soutient. Alors, l'électoralisme néocolonial, c'est qu'on voit partout là. C'est la démocratie, ça, mon cher Célestin. Donc voilà la démocratie. On peut démocratiser les plantations d'esclaves. C'est-à-dire qu'on peut démocratiser les comptoirs coloniaux. On peut démocratiser ça. C'est une question de principe. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, sur la question de la démocratie, on est en harmonie avec les Occidentaux. On a les mêmes intérêts. Donc, subitement, ils sont impérialistes seulement en économie. Ils sont impérialistes seulement en géopolitique. Mais quand c'est la démocratie, ils ne sont plus impérialistes. Mais c'est que j'ai de contradictions, ça. Mais les Africains nous écoutent. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, et il y a l'exemple du Mali qui nous parle. Vous avez écouté M. Vance nous dit que Ali Bongo est mal élu. Mais le président Keïta est bien élu. Chacun de nous sait comment Bakary Keïta a été élu. Que mes frères maliens m'excusent. Je respecte le Mali et sa dignité. Mais il faut dire la vérité. Il a fait la campagne sur les chars français. Keïta, pour être élu. M. Vance nous dit qu'il a été bien élu. Chacun comprend de quelle démocratie on parle. Tu es bien élu quand tu es l'esclave de la France. Dès que tu veux un peu, je n'ai pas dit que Ali Bongo l'a cessé d'être, mais quand il y a un peu de désaccord entre vous, on commence à rappeler que tu as été mal élu. Donc, il y a eu alternance au Mali plusieurs fois. Vous avez parlé de M. Toumani Touré. Ça a mené le Mali où? À la recolonisation. On a divisé le Mali par les terroristes pour venir vendre cher l'unité territoriale du Mali, très cher, par une base militaire française. Ce sont des faits. Il faut qu'on en parle. Alors, les accords d'Arusha, il faut qu'on en parle. Mais est-ce que ceux qui en parlent ont pris le temps de lire ces accords? Je les ai qui viennent me voir, je vais leur donner une copie. Allez lire ces accords. Ce sont les plus mauvais accords du monde qui existent. Évidemment, peut-être par Mandela. Mais il faisait plein d'erreurs, le vieux Mandela. Plein. Et le cas d'Arusha, oui, M. Célestin, j'ai dit qu'il faisait plein d'erreurs. Il en a fait plein en Afrique du Sud. C'était un être humain. Alors, ben voilà. Et la constitution les accords d'Arusha sont les plus mauvais accords qu'on peut imposer à un pays. Allez lire l'intérieur. On a ethnicisé le pays. Dans la monde, on a réparti l'armée en ethnie. Ça marche où ça? Dans le monde entier. C'est qui dans cette affaire? Ça marche où? Même les pays adversaires de M. Nkurunziza aujourd'hui reconnaissent qu'il avait légalement droit à ce mandat-là. Pierre Bouyola l'a reconnu. Mais quand même, arrêtons un peu ça. Il a reconnu. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Et là, je termine avec les enjeux économiques et géopolitiques. M. Nkurunziza a remboursé la dette de son pays par rapport à la France. Il y a un économiste qui est venu ici vendredi, Dr Alaka, qui a apporté les chiffres économiques clairs sur ce plateau ici pour rappeler l'enjeu économique de cette affaire. Il a remboursé par rapport à la France. Terminé, il a remboursé la dette de son pays. Ce monsieur refuse de s'aligner sur le projet diabolique de dépêcher la RDC. Il a refusé.
Voilà un de ses principaux problèmes. S'il faisait comme Kagame, le président Kagame, et celui qui est là-bas en Ouganda, ce monsieur dormirait en paix. On veut qu'il soit un cheval de Troie pour diviser la RDC. Il a refusé de le faire. Et il s'est ouvert à la Chine. Il s'est ouvert à la Chine pour signer des accords avantageux pour son pays. On ne veut pas entendre que tu sois un cheval de Troie dans le coin là pour faire entrer la Chine là-bas. Voilà la mort de Nkurunziza. Et le même lobby catholique belge qui agit à RDC, c'est elle qui agit au Rwanda, c'est elle qui a interagi au Burundi contre Nkurunziza. Ce sont les faits historiques. Alors je termine avec cette affaire. Alors, subitement, le monde entier a du respect pour la vie. Oh là là, mon Dieu. Les Américains découvrent que la vie est importante. Ils en ont tellement massacré au Vietnam. Et là-bas, c'était les chiens. Hein? C'était les chiens. Alors, ils découvrent subitement que la vie est importante. Le monde aussi découvre que la vie est importante. Ils en massacrent tellement en Syrie, mon frère Saint-Germain. 200 000 morts pour établir la démocratie en Syrie. Formation des rebelles et tout, armée, Daesh et tout pour la démocratie. Vous savez, mais où sont vos yeux? Où sont vos yeux? Alors, si on veut prévenir le génocide dans le monde, mais qui a universalisé le génocide dans le monde entier? N'est pas les Occidentaux? Alors, ils découvrent que c'est mauvais, on peut se repentir sur le tas. Mais de grâce, arrêtez ce chantage-là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On diabolise un homme qui refuse de se plier à l'Occident. On le diabolise. Et si sur cette terre, la vérité existe, il s'en sortira. Et le Burundi va rester debout. Et je soutiens mon ami Luc Michel sur cette position par rapport à la question du Burundi. D'accord. Merci beaucoup, Président Bandakani. C'est toute la peur, c'est toute la réserve des Africains, parce qu'on sait comment l'Occident fonctionne hein, quand il s'agit de déposer un dirigeant, un dictateur comme il appelle. Et c'est toute la réserve des Africains qui ne soutiennent pas pour autant le fait, les morts s'il y en a au Burundi. Rapidement, on termine par vous et puis nous avons fini. Même s'il y a quelques appelants qui insistent là pour intervenir. Je ne sais pas si M. Tonga est encore en ligne. Est-ce que M. Tonga est encore en ligne? D'accord. Non, mais bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les éditeurs. Non, je souhaitais tout simplement revenir au premier sujet en disant que notre seule arme pour combattre tous ces problèmes de France-Afrique, c'est de sortir du franc CFA. La France a beaucoup d'argent avec le franc CFA pour financer les bases militaires et tout ce qu'il faut. Maintenant, pour revenir au problème du Burundi, je dirais que le président Bandakani a fait vraiment une analyse très claire. Mais le seul problème là-dedans, c'est que c'est comme s'il y avait une nuance de naïveté. Eh bien oui, l'Occident a mal façonné les accords d'Arusha. Ou bien le président d'Afrique du Sud l'avait mal fait. Mais M. Nkurunziza a eu 10 ans pour pouvoir modifier ces accords. Et il a aussi eu 10 ans pour pouvoir faire une bonne lecture. Il aurait pu alerter la population burundaise sur les dangers qu'il y avait sur cet accord et de faire en sorte de lever ce danger qui planait sur la population. Mais bon, maintenant, comme il ne l'a pas fait, il peut tout simplement se mettre de côté, mettre un pion en avant et revenir même 5 ans plus tard, parce que c'est un bon président après tout. Mais il ne doit pas, là, il n'a pas la puissance de résister à l'Occident, comme disait le président Bandakani. S'il continue à faire la tête et qu'il y ait une force extérieure qui intervient, qui va souffrir? C'est la population burundaise. Donc, moi, je pense qu'il peut se mettre, il aurait pu, mais je ne sais pas s'il est tard, il aurait pu se mettre de côté, laisser quelqu'un et revenir plus tard. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a que l'Union africaine pour le sauver en ce moment? Parce que si l'ONU entre dans cette histoire-là, on va venir violer nos enfants, massacrer nos populations tous les jours. Donc j'en appelle vraiment à la lucidité de ce président pour nous sortir de cette situation. Merci pour votre compréhension. D'accord, merci beaucoup pour cet appel. Alors, rapidement, M. Aoum. Oui, je continue dans la liste, dans la lancée de mon ami Bandakani. D'abord, rappelons les faits, qui sont là les faits historiques, et qui constituent les enjeux du problème. Le fait que Pierre Nkurunziza ait épuré la dette du Burundi contre la France a libéré le Burundi des chaînes de la servitude. Premier problème. Deuxième problème, le Burundi, Pierre Nkurunziza a refusé que le Burundi participe à l'implosion du Congo démocratique. Deuxième problème. Troisième problème, Pierre Nkurunziza a cessé de
a fait en sorte que le Burundi cesse d'être la plaque tournante des trafics divers, des richesses illicites du Congo démocratique. Troisième problème, de fond. Il y a ce flou juridique dont mon ami Banakani et Stéphane ont souligné ici, qui en réalité apparaît maintenant comme ayant été un traquenard. Effectivement, lorsque Nkurunziza a fait ce passage en force, pour corroborer ce qu'ils disent, on a quand même été très étonné du silence assourdissant de la communauté internationale autoproclamée. Or, les Burundais contestaient déjà cela, ce passage en force. Mais la communauté internationale autoproclamée est restée sourde, muette, aveugle, pour subitement retrouver la lucidité, voilà, la parole, et une nuit hyper fine, au moindre gémissement des Burundais. Non, il y a quelque chose qui n'est pas net là-dedans. Lorsque Nkurunziza refuse l'intervention onusienne, il a un précédent devant sa porte, c'est-à-dire le Congo démocratique, où l'ONU a échoué dans sa mission et le président Joseph Kabila a dit non, emballez vos affaires et rentrez. C'est fini. Nous allons gérer ce problème-ci avec les lances et les bâtons. Ils ont refusé. Ils y sont toujours. Ils ont refusé. Face donc à ce précédent historique qui est sous ses yeux-là, Nkurunziza a donc dit je ne veux pas de l'ONU. Parce qu'il sait que cette ONU-là est en réalité la couverture diplomatique des anciennes puissances impérialistes, du moins des anciennes puissances coloniales, toutes les puissances impérialistes actuelles, qui veulent leur part de gâteau. Parce que Nkurunziza a eu le toupet de signer des accords avantageux de coopération avec la Chine au détriment des multinationales. D'où sa sérénité. Il sait parfaitement qu'au cas où il ferait des concessions aux multinationales, alors on ne le tient pas. On lâchera. Ils lâcheront certains partis d'opposition et la société civile qu'ils ont sponsorisés. Ça, il le sait. C'est pour ça qu'il le sera. L'Union africaine, quand il a des réserves sur l'Union africaine, nous savons, certains intervenants qui m'ont précédé l'ont dit, l'Union africaine, et lui, Michel l'a dit, l'Union africaine qui est sponsorisée par l'Union européenne ne fait que lire le discours de l'Union européenne. Il est un chef d'État. Il sait parfaitement comment l'Union africaine a géré les agressions impérialistes en Côte d'Ivoire et en Libye. Ça également, il n'a pas oublié. Si certains veulent se faire de l'amnésie politique et historique, c'est leur problème. Nkurunziza ne le fait pas. Donc, en fait, ce que moi je peux suggérer pour le bonheur du Burundi, moi je suggère que Nkurunziza accepte d'organiser un dialogue inclusif avec l'opposition, avec toute l'opposition et toute la société civile, afin de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale et pour qu'il peaufine le processus électoral, tant soit peu que ce processus électoral ne serait pas démocratique, donc qu'il le peaufine, et afin que le sang cesse de couler et que le Burundi ne bascule pas dans un bain de sang inutile et que les bases saines d'une émancipation du Burundi qu'il est en train de poser ne soient pas balayées par toutes sortes de vampires qui vont se cacher derrière une soi-disant violation de la démocratie et de l'homme. C'est ce que moi je souhaite. Vraiment qu'il organise un dialogue inclusif le plus tôt possible pour une union nationale, pour que le Burundi soit dans la paix et jouisse de ses efforts. D'accord. Bonsoir à tous.